Bienvenue à cette soirée télévisuelle spéciale consacrée aux élections couplées 2026 au Bénin à travers ses enjeux et perspectives. Bienvenue à ce plateau spécial donc dédié à la soirée électorale en cette fin de journée d'élections couplées législatives communales. Les Béninois s'apprêtent à vivre un moment très crucial, un tournant crucial de leur histoire démocratique avec ces élections couplées législatives et municipales de 2026 dans un contexte de réforme politique importante. Ces élections sont une opportunité pour les citoyens de choisir leurs représentants et surtout de façonner l'avenir de leur pays. Quels sont les enjeux? Vous le savez, ces enjeux, ils tournent pour l'essentiel autour du renouvellement du Parlement national, des conseils municipaux. Ces enjeux tournent autour de la stabilité aussi, la stabilité politique et la gouvernance locale. Ils tournent ces enjeux autour du développement économique et social du pays, mais aussi autour de la représentativité et de la participation citoyenne. Merci donc de suivre ce plateau dédié à la soirée électorale pour une analyse approfondie de ces enjeux et des perspectives qui s'annoncent au bout de ces élections. Ce plateau spécial va se dérouler en plusieurs panels où vont s'alterner les différents partis en lice pour ces élections couplées, avec des experts à leur côté, des experts de la gouvernance et des élections. Alors je vous présente mes invités pour ce panel qui va démarrer. Je vais commencer par cet excellent confrère à l'international, mais bien sûr, je vais revenir à la politique. Je commence par vous, M. Francis Cloutiné. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Merci de nous apporter votre regard transversal sur différentes expériences démocratiques à travers la planète et surtout nous dire comment vous avez pu observer le vote qui est intervenu aujourd'hui, vous qui avez officié pendant longtemps en France comme journaliste, mais qui enseignez aussi les sciences politiques justement à Paris. Merci de nous dire votre vécu, votre ressenti de cette journée de vote spéciale, puisque ça concerne des votes couplés, législatives et puis communales. J'ai fait la tournée de quelques bureaux de vote ce matin et cet après-midi. Et bon, il y avait de l'engouement. Surtout l'après-midi, les gens ont pu voter. Il y avait beaucoup de râleurs le matin à cause des retards dont a parlé le président Sakara Lafia. Donc l'après-midi, ça a repris. Mais moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on a tous les 5 ans à cette ritournelle les bureaux n'ouvrent pas à l'heure et le soir à 20h, on n'arrive pas à avoir les résultats. Oui. Il faudrait qu'on en arrive un jour à avoir des résultats aux 20h et qu'on puisse commenter ces résultats. Là, il faut attendre 2-3 jours pour avoir les résultats. C'est dommage. C'est dommage parce que ici, il y a un indicateur, un enjeu sur lequel tout le monde est fixé, c'est surtout la participation, l'engouement des citoyens autour de ces élections qui sont quand même spéciales, des élections générales en une même année, mais couplées, c'est la première fois qu'on le fait. Et donc, on tient après des événements à voir comment les citoyens se sont manifestés, mobilisés autour des urnes. De toute façon, c'est très important. Le taux de participation, ce sera le premier critère, le premier élément qu'on aura à examiner. C'est le taux de participation. Généralement, il est plutôt bas quand même au Bénin pour des élections de ce type-là. Je pense 17, 37% ou 27%. Voilà. Mais on espère que cette fois-ci, on franchira la barre des 50%. En tout cas, on espère que ces taux-là ne sont pas un plafond de verre et que cette fois-ci, il y aura du mieux parce que c'est aussi révélateur de la vitalité démocratique de ce pays et de l'attachement de ses citoyens à sa marche démocratique. Je présente maintenant à votre suite l'actrice politique sur ce plateau. Elle représente Mouel Bénin, Madame Imelda Bada. Vous représentez Mouel Bénin, mais vous êtes de la diaspora, si je ne m'abuse. Bien sûr, bonsoir, c'est bien cela. Je suis la vice-présidente coordonnatrice de la diaspora du Parti Mouel. Très bien, 2 regards internationaux sur le processus électoral ici. On va faire le même exercice. Est-ce que vous avez été confronté à
quelques flottements. Est-ce que ça a été mal ressenti par vous ou vous vous êtes dit non, globalement, ça va? Je pense que pour cette première, on a pu quand même observer, je vais peut-être aller un peu à contre-courant de ce que M. Patindé a dit, parce que le désamour, en fait, constaté par tout le monde de la chose politique commence à s'estomper d'une manière ou d'une autre. C'est sûr qu'on ne fera pas 100% de votants, mais ça commence à aller. La population commence à s'intéresser, commence à savoir que la politique n'est plus réservée à un certain nombre de personnes et que c'est l'avenir du pays qui se joue. Et à quoi vous lisez justement, vous faites cette lecture-là, à quoi vous tenez ce constat, cette impression? Déjà, on a vu sur les réseaux sociaux, les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe. Il y a une ouverture déjà au niveau du gouvernement et de la classe politique en général sur ce qui se passe, ce qui va être. Et il y en a qui s'intéressent. Et sur le terrain également, même les moments du marché, j'ai fait le tour. C'est vrai que j'ai fait 24 heures avant la fin des campagnes. J'ai pu voir, j'ai pu constater un petit peu ce qui se passe sur le terrain et je suis optimiste de ce que Et puis, il y a un signe, c'est en fait l'endurance, j'allais dire quasiment enthousiaste des électeurs qui, malgré ces couacs, ces retards, sont restés patients à attendre que s'ouvrent les bureaux de vote. Et sur les réseaux aussi, des messages de sensibilisation pour orienter ceux qui se perdaient à travers le bureau de vote par des repères digitaux pour retrouver le bureau de vote. C'est autant de signes éventuellement de ce que vous annoncez. Et qui apporte un petit bémol. Voilà. Il est intéressant de rappeler que ces élections générales et couplées cette fois-ci se déroulent dans un contexte de réforme politique. Vous avez sans doute suivi les panels qui ont précédé le vôtre. Je vais commencer par pardon pour le mot, par le doyen Francis. Dites-nous, est-ce que vous avez ressenti comme certains observateurs, certains citoyens, sinon de l'angoisse, du moins la crainte que la réforme de la trêve politique qui doit être je veux dire, préservé, surveillé par le Sénat, peut créer une sorte d'asthénie démocratique? Je pense que c'est légitime de la part des gens au Bénin. En tout cas, depuis la conférence nationale, les gens sont habitués à s'exprimer, à critiquer, à pourfendre, à punaiser, à brocarder le pouvoir. Donc, j'ai quand même lu le texte, j'ai lu dans tous les sens, je pense qu'il y a des passerelles, il y a des trous dans lesquels on peut se glisser pour continuer à critiquer durant tout un mandat. Il n'y a aucune raison que dans le septennat à venir, que les journalistes par exemple, les experts, les enseignants, les académiques, les gens vont continuer à critiquer. C'est consubstantiel à la démocratie, consubstantiel à l'être béninois. Et quel est votre regard justement, Madame Imelda Bada, sur le sujet? Je pense que la trêve n'est pas synonyme de mutisme. Qu'on soit politique ou pas, on doit critiquer ce qui se passe. Quand c'est bien, chercher à améliorer. Mais ce qu'on met dans la trêve, il ne faut pas perdre de vue. Parce que vous savez très bien, ceux qui sont les carriéristes politiques, qui ne vivent que de la politique, une fois élus, travaillent pour leur prochaine élection. Donc, oublient le mandat que le peuple leur a confié. C'est surtout ça la chose. Qu'on leur demande, OK, vous avez été élu par votre parti, maintenant vous travaillez pour la population. Vous avez un temps donné pour vous consacrer plus tard à la politique, pour vous faire élire éventuellement. C'est tout. Oui, mais en même temps, quand vous dites ça, c'est comme si vous assignez les acteurs politiques qui doivent challenger ceux qui sont en gouvernance, de pouvoir avoir le mot à dire, y compris sur des actions, des initiatives, des décisions, des lois qui ne seraient pas forcément parfaites ou en adéquation avec les aspirations du peuple. Parce que c'est ça aussi, veiller au sort, à l'amélioration du sort commun. Je pense que quand on se réfère à la démocratie, qui est le pouvoir de la majorité, nous devons avoir le courage d'accompagner cette majorité si ce que nous recherchons, c'est le développement. Et donc, si ils sont élus, qu'ils soient avec la majorité élue ou pas,
ils doivent pouvoir accompagner pendant le temps nécessaire et avoir le temps pour faire la politique. Même s'ils ne sont pas d'accord parfois sur des Même s'ils ne sont pas d'accord. Sur des modalités. Parce qu'ils n'ont pas le volant en main. Ah oui, il afferme et puis lorsque le volant, enfin je veux dire, le capitaine conduit l'embarcation dans le décor, ben, on se la boucle et puis on laisse aller faire le crash. Je pense que si le capitaine était mauvais, il ne serait pas élu. Donc si le peuple béninois donne majorité à quelqu'un, c'est parce que le peuple fait confiance à la personne. Oui, et quand nulle part au monde, même quand le peuple fait confiance, on ne fait pas confiance de manière aveugle en considérant que la personne a une intelligence divine et donc voit les choses de manière parfaite à 100%. De toute façon, il y a des contre-pouvoirs qui sont là et justement, on parle de cette Sénat qui se rajoute à ce que nous avons déjà au niveau de l'Assemblée pour faire le contrôle et tout le reste. Qu'est-ce que vous pensez justement de la nécessité d'avoir à prendre parfois le contre-pied, mais à faire des contre-propositions sur une action, une offre de gouvernance qui est en cours? Je pense que les gens ont le droit de critiquer, de ne pas être d'accord, de le formuler. On n'a pas besoin de suivre un chef et tout, ou une majorité et tout. Les gens sont là pour accompagner quand tout se fait bien et compléter ce qui se fait, l'améliorer, aider à l'améliorer, mais tout en gardant le droit à la critique. Les meilleures démocraties africaines, je ne veux pas aller en Europe, nulle part, ce sont les micro-États insulaires africains. Le Cap-Vert, Maurice, les Seychelles, les gens critiquent, les partis d'opposition critiquent, tout en accompagnant le développement. Parce que tous aspirent au développement, mais le droit à la critique, elle est essentielle pour avancer. Parce que le chef n'a pas la science infuse, même quand ce chef a 99%. Je vous rappelle qu'il y a des pays totalitaires où des gens ont été élus à 99%. Vous voyez, je ne veux pas citer quelqu'un, mais j'aurais pu citer un pays comme l'Iran, au temps de l'ayatollah Khomeini, ils avaient 99%. Mais ça, on peut à 99% être totalitaire, être une dictature. Donc faisons attention à cela, laissons les gens critiquer. Tant qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge... Alors la ligne rouge, ça peut être quoi? La ligne rouge, c'est comme ce qui s'est passé le 7 décembre dernier. C'est inacceptable. Dans ce pays, en tout cas au Bénin, inacceptable qu'il y ait un coup d'État. Nous en avons fini avec les coups d'État. Le Bénin, le Dahomey, ça a été un grand laboratoire pour les étudiants en droit constitutionnel et tout. On a eu toutes sortes de régimes. Un président qui a fait une semaine. On a eu un directoire militaire. On a eu le conseil présidentiel, trois présidents en même temps à tête. Le fameux monstre à trois têtes. Non, nous on ne veut plus de coup d'État. On va régler, on a les moyens de régler nos problèmes à l'interne avec les institutions dont vous parlez tout à l'heure. On peut le faire et on le fera. Est-ce que vous admettez aussi l'idée derrière cette rêve qu'il sera proscrit toute contestation de l'action publique une fois que des lois, des règlements ont été adoptés? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut bien relire ce test-là. Il y a beaucoup de... C'est comme une gruyère. Il y a des trous là-dedans. En fait, et on peut comme un trou dans la raquette, on peut critiquer. Le droit à la critique n'est pas enlevé. Relisez le test et vous voyez qu'il y a de continuer à critiquer, même de façon virulente. Mais en même temps, on peut considérer que ça frappe dans le coin du bon sens, qu'il ne faut pas aller à la sédition contre l'action publique. Ah non, il n'y a pas de sédition contre l'action publique. Il faut respecter l'État, il faut respecter la loi, mais garder le droit à la critique. Ça, c'est normal. Je voudrais peut-être faire, si vous me permettez, volontiers. Il y a une des réformes qui m'a un peu interpellé directement, c'est le septennat. Le septennat, les gens pensent qu'avoir la durée permet de travailler, de ne pas être omnibulé par les élections, mais ce n'est pas le cas. La preuve, le président actuel, le président Talon, il a travaillé dans le cadre de 2 quinquennats. Et vous voyez tous les chantiers qu'il a amorcés et tous les chantiers qu'il a terminés. En 5 ans, on peut beaucoup travailler. Il n'y a aucune raison, moi c'est mon opinion, pour les septennats, je suis plutôt contre. Et d'autant plus que vous savez que le septennat est revenu à la mode en Afrique maintenant. Je vais vous citer des pays, le Gabon, le Tchad, le Cameroun, qui est un vieux de la vieille, la Guinée. Donc, il y a tellement de pays, mais qui n'ont aucune comparaison en matière de démocratie avec le Bénin, qui ont adopté le septennat. Donc, il faut faire attention au septennat.
Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que le septennat, l'allongement des 5 ans du quinquennat au septennat, ce n'est pas un gage d'efficacité de l'action gouvernementale? Je pense qu'étant donné que nous avons expérimenté quand même le quinquennat pendant plus de 30 ans, avant de passer à ce modèle que nous allons ensemble expérimenter, c'est parti de ce schéma où en 5 ans, on a le temps déjà de faire des projets, de mettre en place ces projets. Et on va dire les deux années supplémentaires qu'on rajoute, c'est pour voir germer. Enfin, si je prends l'exemple du premier quinquennat du président Patrice Talon, nous avons vu surgir de terre réellement de manière palpable, parce qu'au début, on nous parlait de maquettes. Exactement. Et au-delà des maquettes, nous avons pu rouler sur des maquettes. On a vu des maquettes en marché, nous avons pu voir. Mais les 5 ans, c'était vraiment limite. Et le risque, c'était, s'il avait respecté son premier gage, c'était de partir avec un truc inachevé. Aujourd'hui, nous savons jusqu'où il est allé, parce qu'il a pu rembobiner. Mais en 7 ans, c'était possible de le faire et de passer la main de manière claire. Monsieur Patnidé, lorsque le chef de l'État, du haut de son expérience de chef d'État, avec la difficulté qu'il a eu à mettre en œuvre des projets, il a confessé qu'au départ, il avait fixé des horizons de réalisation de grands projets ambitieux, mais à l'épreuve justement de la réalité, il s'est rendu compte que, pour que ces projets aient la garantie de la durabilité, de la qualité, il fallait le temps des études qui n'était pas simple, qui pouvait aller jusqu'à 2 ans. Donc ça vous a mangé littéralement quasiment la moitié du mandat du quinquennat. C'est peut-être un argument qui fait... C'est un argument qui est recevable, mais vous pouvez donner un décennat à quelqu'un s'il n'y a pas la volonté de développer le pays, s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas le travail, vous pouvez donner 10 décennats aux gens, du gâchis. Rien ne va en sortir. Et je ne vais pas, encore une fois, citer les mêmes. Vous savez, il y a des présidents africains qui sont au pouvoir depuis 43 ans, qui sont au pouvoir depuis bientôt 50 ans. Vous voyez, et ça n'a rien. Et c'est des pays qui sont autrement plus riches que le Bénin. Le Bénin n'a pas grand-chose, n'a pas de minerais rares, n'a pas de pétrole, ou si peu, et il n'a pas d'or. Mais le Bénin, avec la méthode de ces 10 dernières années, j'ai été très critique à l'égard du président Talon à ses débuts, mais je trouve qu'il est en train de bâtir une nation, il est en train de mettre le socle sur lequel les Béninois pourront se développer. Mais ce n'est pas une question de 2 années de plus, 2 ans, non, pas du tout. Le président du Ghana, quand il quitte, après il avoir fait 2 mandats, il n'aura fait que 8 ans. Le futur président du Bénin, en 2 mandats, il aura 6 ans de plus que le président du Ghana, 6 ans de plus que le président du Nigeria. Parce que là-bas, c'est 4 ans le mandat. Et 6 ans de plus que le président des États-Unis. Je vais poser une question, à la limite, les gens ils vont crier aux orfraies, mais comment il peut oser? Est-ce que vous n'avez pas croisé des échos de citoyens ordinaires, pas des politiciens, dont on sait qu'ils ont toujours intérêt à voir le leader sous lequel ils prospèrent, justement, rester indéfiniment au pouvoir? Vous n'avez pas capté des échos de citoyens qui disaient, après avoir regardé toute l'œuvre, et si on lui en rajoutait encore? Vous n'en avez pas capté? J'ai entendu beaucoup de gens le dire. Et donc, derrière, est-ce qu'il n'y a pas comme ça la perception, la nécessité de donner du temps à une action gouvernementale de se déployer, mais vraiment dans toute son ampleur? Vous avez totalement raison. Mais tout en faisant attention. J'ai entendu beaucoup de gens le dire. Le président Talon aurait pu rester 5 ans, 10 ans de plus. Mais il a choisi de partir. Bien sûr. C'est conforme à la son honneur et c'est tant mieux pour vous. Voilà. Mais dites-vous que 5 ans, on peut faire beaucoup. Le problème, c'est qu'on a des rois fainéants qui ne font rien. Et les 5 années, il faut les meubler, il faut bosser. Il a prouvé lui-même. D'ailleurs, c'est un paradoxe que ce soit lui qui propose le septennat. Parce qu'en 5 ans, si je prends que les 5 dernières années, il a bossé comme un fou. Voilà. Mais je pense vous voulez réagir? Oui. Je pense qu'avant qu'on en arrive là, il avait eu à proposer le mandat unique qui était aussi de 7 ans, en fait. Parce qu'il a... Non, de 7 ans.
le mandat unique, c'était 6 ans. C'était 6 ans. Les souvenirs sont un peu évanescents. Mais parce que c'est un fait. En 5 ans, c'est vrai qu'on peut faire des choses, mais en plus, rien n'oblige un président élu à faire les 2 mandats. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'argument qui milite en faveur de ce genre de choix d'allongement de mandat, le fait que nos pays démarrent quasiment avec peu de ressources, beaucoup de contraintes, beaucoup de défis. Du coup, il faut prendre le temps de faire les choses en profondeur. Contrairement aux pays riches. 7 ans, c'est que 2 ans de plus, à la limite. Vous voyez, ce n'est pas 2 ans que vous allez faire, 2 ans de plus. Je vous assure, si vous donnez 10 ans à quelqu'un, même les mandats de 20 ans, ça ne suffira pas. C'est-à-dire, le président Talon, à son honneur, c'est d'avoir fait ce qu'il pouvait et de partir. Et beaucoup, avec ce qu'il a fait, les résultats, beaucoup seraient restés. Mandela, n'oubliez jamais, Mandela, qui aurait pu avoir 20 mandats, il a fait 1 mandat. Il a dit, il y a autre chose que le pouvoir dans la vie. Je vais aller me remarier et je vais vivre. On retient ça, on retient ce sursaut d'honneur et de bon sens. Absolument. De pouvoir lâcher les choses et ne pas tomber dans l'usure, du pouvoir. On a quelques échos de terrain. Merci de rester avec nous pour les capter ensemble. Justement, Victorine Bondé, dont on avait commencé par voir la relation du terrain, on va repartir vers elle. Victorine Bondé qui était à Kétou et qui nous ramène des échos du terrain électoral. De retour ici, devant l'arrondissement de Pobet, où nous avions donné le ton ce matin avant l'ouverture du scrutin. Il fait désormais nuit et comme vous pouvez le voir en image, les urnes font leur retour après la fermeture des bureaux de vote. Dans la ville, l'ambiance est restée calme tout au long de la journée. Aucun incident n'a été signalé durant le vote dans le département jusqu'à 7 heures. Les urnes seront ensuite acheminées vers la Sénat pour la suite du processus. Une journée électorale qui s'achève ainsi donc dans le calme et dans la sérénité. Moi, je pense que notre pays est sur la bonne voie. Quand nous avons commencé la conférence nationale, personne n'aura imaginé que dans le pays, on serait à ce point-là. De se relever sur le plan économique, permettre à chacun de manger, de s'habiller, d'envoyer ses enfants à l'école, de se soigner, c'est le but de tout, au fond, homme politique qui aime son pays. Je crois que ceux qui nous ont suivis ont à des degrés divers fait ce travail. Et je les en félicite. Et mes impressions sont des plus excellentes dans la mesure où je suis venu à 9 h voir une longue file d'attente déjà. Et ça veut dire que le message d'appel à accomplir ce devoir a été entendu. Et je suis d'autant plus satisfait que ce qui a été mis en place de façon sécuritaire avec les forces de défense et de sécurité restait très discrète au niveau des postes de vote, rassure qu'il n'y aura pas de désordre, rassure que tout se fera dans la sérénité et dans la paix. Aujourd'hui, on parlait de transition et d'acceptation d'alternance au bout de mandats terminés. On n'avait pas fini le mandat de ce panel. Comme mon réalisateur a pensé il fallait qu'on passe à l'autre. Non, c'est juste dans quelques petites minutes. Après que j'ai posé une question, justement sur cette réforme du Sénat, dont certains considèrent que les pouvoirs qui lui sont attribués sont des pouvoirs quelque peu exorbitants, qui croisent un peu les pouvoirs notamment de la production législative du Parlement, entre justement l'impératif de la stabilité politique et l'exigence démocratique. Comment pensez-vous qu'on peut instaurer un équilibre? C'est la même question pour vous deux. Qui prend? Vous faites honneur à la dame. Je pense, tout à l'heure, quand le doyen Patiné parlait, je pensais à ce que, à chaque fois, quand il y avait un nouveau président, et pas seulement au Bénin, on recommençait à zéro. C'est-à-dire que toute la machine s'arrêtait et tout repartait
à zéro, sur du néant, sur du vide. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons une certitude de ce que l'expression « l'État est une continuité » va devenir une réalité. Puisqu'on aura les anciens présidents et les anciens, on va dire, patrons de la République qui seront là en tant que conseillers, en tant qu'en quelque sorte, bouclier de la République, pour permettre à ce que nous puissions quand même continuer l'avancée. Parce qu'on ne va pas chaque fois recommencer à zéro. On ne va pas chaque fois continuer à gaspiller. Parce que quand même on va faire les poses de pierre, on investit pour les cérémonies, la communication et tout le reste. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas... Il faudrait qu'on puisse voir quand même sur le volet de la continuité de ce que nous avons ensemble construit, ne serait-ce que depuis 2016. Comment voyez-vous ce juste équilibre qu'on peut essayer de trouver dans la mise en œuvre de la réforme du Sénat pour qu'il n'y ait pas trop d'inclination ou d'hypertrophie de cette institution sur les pouvoirs des autres institutions, le législatif, l'exécutif? Est-ce qu'il faut faire confiance justement à sa configuration pour espérer que cette institution dompte aussi ses propres pouvoirs et fasse attention à ce que l'équilibre démocratique soit maintenu dans le pays? La création du Sénat en soi, ça ne me dérange pas. C'est une institution qui existe dans beaucoup de pays. Oui. Peut-être qu'il aurait fallu prendre le temps de la réflexion pour bien peaufiner. Mais je pense à la pratique, on corrigera les perversions du système et que ça se passe. C'est une petite voie de garage, de retraite pour les anciens, les chefs d'État, les anciens chefs d'État-major et tout ça. Bon, ça les occupera et ça permettra de s'intéresser à la République. Voilà. Bon, voie de garage, en même temps, les anciens présidents, ils ont toujours à faire. Ils ont une vie qui est assez... C'est une vie de privilège, donc ils n'avaient pas forcément besoin de ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, ça règle en soi un problème fondamental que nous avons parce que tout à l'heure, j'ai eu la chance de discuter avec vos précédents panélistes. Très bien. Sur le plan sociologique du Bénin, on dit qu'il n'y a pas d'anciens chefs. Et ça joue sur la psychologie, la sociologie même voilà, bien sûr. Parce que quelqu'un qui a été patron, grand patron, et on lui dit de numéro 1, il devient numéro, je ne sais pas combien, peut-être 100, parce qu'il faut passer les autres. Donc pour vous, c'est une manière de leur garder leur aura et de profiter de leur expérience. Et de savoir qu'ils sont toujours utiles à la République. Donc, on aurait pu créer comme au Ghana un club, une association des anciens, les elders, enfin les anciens, les chefs d'État, vous voyez. Mais là, c'est le Sénat, on parle d'une institution, vous voyez. Et le Sénat ne peut pas être en soi une voie de garage, vous voyez. Et c'est là, il faut du dynamisme, il n'y a pas que... Mais voilà. en même temps, avec ses attributions, il est tout sauf... une voie de garage, mais oui, mais bon, ça les fera travailler, tant mieux. Tant que ça n'obère pas le caractère libre et démocratique de la République, ça va. Une dernière question un peu provocante. Comment trouvez-vous parfois cette sorte d'alliance que certains considèrent comme contre nature, au regard juste de la posture des acteurs politiques qui, en principe du challenger, se mettent ensemble pour aller conquérir des sièges électoraux, pour surmonter les obstacles des seuils d'éligibilité, j'y arrive, introduit par le nouveau code électoral. Comment trouvez-vous cela, où des partis politiques qui ne s'entendent pas d'ordinaire se voient obligés de se mettre en accord, quitte à retrouver chacun son identité après élection dans les instances électorales? Par exemple, pour drainer de l'argent au Bénin, des investisseurs au Bénin, je pense que ce soit un parti de droite, de gauche, du centre et tout, ils tous aspirent à cela. Donc on peut faire ça. Pour envoyer le Bénin en Coupe du Monde, pour pousser l'équipe nationale de foot en Coupe du Monde, on est tous d'accord pour cela. Oui, il y a des thèmes sur lesquels on est tous d'accord. L'indépendance, la défense du territoire national, la diplomatie béninoise, on est quasiment d'accord en gros. Bon, maintenant, il y a les différences politiques. D'accords électoraux. Hein. Voilà, vous parlez d'accords électoraux. Certains partis qui sont proches peuvent s'allier. Oui, ça se voit. Mais on ne va pas obliger tout le monde. Vous n'allez pas demander au Parti communiste du Bénin de s'allier avec UPR ou OBR et autres.
on Non. n'y oblige pas, en fait. C'est cette opportunité qu'ils le font. Oui, s'il y a C'est pas le cas l'opportunité. de Mouel Béné, en tout cas. C'est vrai que Oui, au fait, Mouel Béné, la c'est allié à dernière- un parti du même giron. j'ai eu la chance d'assister le 28 juillet dernier à l'échange du chef de l'État avec la jeunesse, C'est bien ça. sûr. Et le jour-là, j'ai aimé d'abord l'introduction. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il a rappelé une partie de la jeunesse politique de notre pays, du Dahomey au Bénin. Et c'est impératif, au fait, que nous puissions revoir ces passages-là Revisiter. pour pouvoir comprendre aujourd'hui ce que nous avons comme challenge sur le plan politique. Sur le plan politique aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le développement du Bénin. C'est ça. Nous n'avons pas assez de moyens aujourd'hui pour dire que nous voulons imposer notre idéal à tous les Béninois. Nous mettre ensemble pour nous faire entendre n'est pas contre nature. Nous mettre ensemble, et justement ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure, après les élections, nous sommes obligés de travailler ensemble. Et je vais vous dire, au niveau de Mouel Bénin, singulièrement, nous avons dans notre hymne au niveau du parti, un couplet qui demande à ce que nous puissions asseoir un modèle démocratique où tous les Béninois seront utiles. Parce que ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui pourront être de l'opposition demain. Est-ce qu'ils doivent être à la touche pendant que les autres travaillent? Non. Nous devons trouver le moyen, au-delà de ce que nous avons comme orientation, comme vision politique, trouver les moyens d'être ensemble pour pouvoir construire le Bénin, parce que ce n'est que le Bénin que nous avons. Est-ce que son discours est frappé de bon sens quand éventuellement on peut considérer que la plupart des discours de chapelle partisans sont des discours factices? Je pense que c'était pertinent ce qu'il a dit. J'ai suivi aussi, je n'étais pas dans la salle, je n'avais pas cet honneur comme madame, mais moi j'ai suivi, parce qu'il y a un côté pédagogique à travailler ensemble. Je vais vous donner un exemple. Au Sénégal, sous le président Abdou Diouf, Ablaye Wade, qui était le chef de l'opposition, Bathily, Dansoko ont été ministres d'État. Donc, ils ont appris ce que c'était l'État, la gestion des affaires de l'État. Et ça a été la même chose sous Ablaye Wade. Il a pris des opposants. Et donc, ça sert à former les gens. Ce qui fait qu'un Sénégalais qui arrive au pouvoir plus tard, il a déjà reçu une formation, même si ce n'est pas dans la chapelle de son choix. La seule rupture qu'on ait connue au Sénégal, c'est le nouveau duo exécutif, parce que c'est les seuls qui n'aient jamais dirigé, qui n'aient jamais dit un ministère, qui n'aient jamais eu de fonction politique d'envergure et qui n'aient même d'ailleurs jamais étudié à l'étranger. Donc ça, il y a une rupture dans la vie politique sénégalaise. Et ce que le président Talon dit, c'est vrai que quand on ramène ça, on rapporte ça au Sénégal, ça a du bon sens. Il vaut mieux que les gens qui arrivent à la tête de l'État et un savoir-faire, qui sache ce que c'est que l'État, qui sache faire la différence entre un arrêté, un décret et une loi. Vous voyez, c'est important. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette conclusion sur cet appel du chef de l'État, à ce que les différents partis politiques, à un moment, puissent taire des querelles qui ne sont visiblement que des querelles apparentes autour de la conquête du pouvoir, pour s'entendre derrière un pacte, ce qu'on peut considérer comme un pacte républicain, sur l'essentiel qui concerne, qui engage le destin et l'avenir du pays. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous.